Crise du Golfe, à moins de 2 semaines de l'ultimatum du Conseil de sécurité, l'Occident à la recherche d'une solution négociée. Michel Vozelle, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, se rend à Bagdad. Une démarche qui n'a rien d'officiel, assure ce proche de François Mitterrand. En Corse, 2 jours après l'assassinat de Paul Mariani, le maire de Soveria, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une vendetta locale, mais aucune autre piste n'est écartée. François Mitterrand convoque pour demain un conseil restreint consacré à la Corse. Vers une généralisation de l'interdiction du tabac dans les transports collectifs, après la RATP et Air Inter, la SNCF demande aux usagers de ne plus fumer dans les trains de banlieue. Bonsoir. À 13 jours de l'ultimatum de la crise du Golfe, les initiatives de paix sont peut-être en train de prendre le pas sur la logique de guerre. On l'a appris en milieu d'après-midi. Michel Vozelle, le président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, est parti aujourd'hui à Bagdad pour s'y entretenir avec des dirigeants irakiens. Il ne s'agit pas d'une mission officielle. Michel Vozelle l'a affirmé. Il n'est pas porteur d'un message, mais cette mission exploratoire s'ajoute à celle que James Baker devrait mener prochainement et à des initiatives arabes et européennes très importantes. Un véritable ballet diplomatique au moment même où les 2 puissances américaines et irakiennes renforcent les effectifs de leurs troupes des 2 côtés de la frontière saoudienne. Joël Hazard. 60% de chances de paix, 40% de risque de guerre, c'est l'estimation de Yasser Arafat sur les perspectives d'une solution pacifique à 2 semaines de la date fatidique. Le relatif optimisme du chef de l'OLP repose sur l'initiative diplomatique que les 12 pourraient prendre vendredi à Luxembourg en coordination avec les États-Unis. Les démarches de la dernière chance mobilisent en effet tous les protagonistes de la crise. Le roi Hussein de Jordanie vient d'arriver à Londres. Le souverain hachémite joue le rôle moteur d'intermédiaire entre l'Irak et l'Occident depuis l'embargo du dialogue décrété à l'encontre de Bagdad. Sa tournée diplomatique est en concordance de temps avec une autre initiative arabe. Au Caire, un mini-sommet est en préparation. Les présidents égyptiens, syriens et libyens vont se réunir dans les prochains jours et resserrer les rangs pour imposer à l'Irak le choix de la paix. Que l'Irak annonce son intention de se retirer du Koweït et tout devient possible, déclarait le président Mitterrand face aux Nations Unies le 24 septembre dernier. Cette ouverture en direction de Bagdad est plus que jamais d'actualité. Elle pourrait constituer le levier de la paix. Les 12 pourraient en effet garantir, pour demain et non pour aujourd'hui comme l'exige l'Irak, la tenue d'une conférence internationale de paix sur le conflit israélo-arabe et la question palestinienne. Cette initiative pourrait précipiter le retrait irakien du Koweït. C'est le scénario de la dernière chance. Et première réaction en France au départ pour Bagdad de Michel Vozelle, celle de Bernard Stasi. Réaction recueillie à Matignon, juste avant la réunion traditionnelle d'information des leaders des groupes parlementaires par Michel Rocard. Vous allez le voir, le député centriste pense que toute initiative qui va dans le sens de la paix est bienvenue. Tout de suite, son commentaire sur cette visite. Peut-être qu'il n'est pas mauvais que la France, compte tenu de ses relations avec le monde arabe, dise un mot qui lui soit propre. Je souhaite qu'elle contribue à faire comprendre à Saddam Hussein, et je crois que plus il y aura d'interlocuteurs dans ce sens, mieux ce sera, qu'il a tout intérêt à faire un geste. Et quand je dis à faire un geste, c'était évacuer le Koweït avant le 15 janvier. Je vous le disais, sur le terrain militaire, la surenchère est à l'ordre du jour. Saddam Hussein annonçait hier qu'il avait placé 60 divisions à la frontière saoudienne. Côté américain, des renforts vont rejoindre le Golfe dans les jours à venir. Alors, menace ou réalité, les experts militaires observent avec scepticisme ces déclarations guerrières. Ils s'interrogent sur l'état réel des troupes irakiennes. Reportage de Philippe Pisteur et Patrick Millerio. 60 divisions irakiennes massées rien que sur la frontière saoudienne, si l'on en croit Saddam Hussein. À raison de 10 à 15 000 hommes par division, cela représente 700 à 750 000 hommes. Voilà qui surprend les spécialistes, d'autant que les dernières estimations occidentales faisaient état d'un dispositif d'environ 500 000 soldats irakiens répartis sur tout le front. Bref, au moins 200 000 hommes de trop. Même en mobilisant une classe supplémentaire, puisqu'ils mobilisent, si j'ai bien compris, des hommes de 17 ans, ce qu'on appelle la ressource, c'est-à-dire les garçons de cet âge-là, dans un pays de 14 ou 15 millions d'habitants, ça ne représente pas les 200 000 hommes que représenteraient 20 divisions petites de 10 000 hommes chacune. Donc, non, je crois que c'est un peu forcé. Mais enfin, dans ce cas-là, la gesticulation verbale fait partie de la crise qui est en train de se jouer dans le Golfe.
Le chiffre avancé par Saddam Hussein paraît d'autant plus exagéré qu'il doit également assurer la protection de tout l'Irak, sites et installations militaires compris. Sans compter les troupes stationnées au Kurdistan, comme celles demeurées sur l'ancien front iranien, 1200 km de frontière. La République islamique vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle va effectuer des manœuvres militaires sur cette frontière, comme par hasard, à partir du 11 janvier. Et puis toujours à propos du Golfe, cette information de dernière minute, l'OTAN a décidé le déploiement d'avions de combat en Turquie, cela pour faire face à une éventuelle attaque de l'Irak. En Corse, l'assassinat de Paul Mariani a choqué toute l'île, mais il provoque aussi de nombreuses réactions et remet en cause le nouveau statut mis en place par Pierre Joxe. Il en sera bien sûr question demain, lors du conseil restreint qui se tiendra à l'Elysée. Sur place, l'enquête continue et on sait maintenant, grâce à l'autopsie, que le maire de Soveria a été tué de 5 balles de 9 mm tirées à bout portant. Reportage en Corse de Pierre-Jean Lucioni. Le maire de Soveria a été touché par 5 projectiles. 4 ont traversé la région du cœur, le bras et le flanc gauche. La dernière balle a été tirée dans l'oreille à bout portant. Cet élément nouveau laisse penser que la victime a été achevée. Une seule balle de calibre 9 mm a été récupérée par les médecins légistes. C'est le résultat de l'autopsie pratiquée en fin de matinée au centre hospitalier de Bastia. Cette autopsie apporte des éléments importants sur la détermination et le sang-froid des tueurs qui n'ont voulu laisser aucune chance à Paul Mariani. Sur les détails de l'enquête, 3 types de douilles ont été retrouvés, du 9 mm, mais aussi du 7,65 et du 22 long rifle. Les enquêteurs se demandent si ce dernier calibre a été tiré par l'arme de poing récupérée sur place et appartenant à la victime. Une analyse balistique a été demandée au laboratoire de la police scientifique de Marseille. Par contre, on ne sait toujours pas si les tueurs avaient un complice qui a trafiqué ou retardé la minuterie de l'éclairage public. Seule certitude, quelques minutes après le drame, les lampadaires du village fonctionnaient parfaitement. Les tueurs connaissaient aussi les lieux et les habitudes du maire de Soveria. Ces éléments poussent les enquêteurs du SRPG de Bastia à privilégier la thèse du règlement de compte local, mais sans négliger les autres pistes. 18 assassinats et 197 attentats en un an. Devant une telle recrudescence de violence, le problème corse est aujourd'hui pris très au sérieux par tous, hommes politiques mais aussi gens de la rue. Ce matin à Ajaccio, les habitants se sont réveillés en état de choc. Reportage sur place de Thierry Charny. Si le golfe d'Ajaccio est calme aujourd'hui, le meurtre de Paul Mariani, maire de Soveria, fait ici beaucoup de vagues. En l'espace de 3 mois, 3 hommes appartenant au monde politique ont été abattus. En 90, 26 meurtres ont été commis, dont 15 noms élucidés. Un chiffre qui place la Corse au-dessus de la moyenne des autres régions. Dérives mafieuses, règlements de compte, affaires d'ordre personnel, les commentaires dans la rue vont bon train. Vous pensez qu'après le meurtre de Paul Mariani hier, la Corse sombre un peu plus dans la violence? Oui, de pire en pire. Pourquoi on n'arrête personne et les gens ne parlent pas et c'est mauvais. Je pense que la Corse va à la dérive. Est-ce que vous pensez qu'après la mort de Paul Mariani hier... Ouh là là là, pas de réponse à ce sujet. On m'a fait brûler ma maison. Et ce n'est pas le FLNC. Alors nous sommes dans la violence maintenant. Et j'ai peur pour l'avenir. Non pas pour moi, parce que ma vie, je suis au déclin de ma vie, mais seulement pour les jeunes qui arrivent maintenant, 5-6 ans. L'avenir est sombre pour eux. Ce matin, les kiosques à journaux ont été dévalisés. On cherche à comprendre. Je pense qu'ils sont assez émus. Hein. En général, tout le monde est ému. On en parle beaucoup ici? Oui, beaucoup. Je vous le disais, cet assassinat a provoqué une véritable levée de bouclier des hommes politiques corses, mais aussi du continent. Pour beaucoup, c'est une remise en cause de la politique du gouvernement. Certains demandent même le retrait du nouveau statut de la Corse prôné par Pierre Joxe. Réaction recueillie par Michel Lemerle et Edmé Poupard. Au-delà des dramatiques événements de ces derniers jours, c'est désormais l'ensemble de la politique corse du gouvernement qui est remise en cause par l'opposition. C'est une région de France dans laquelle le gouvernement s'est trompé de politique. Il a privilégié le dialogue avec une infime minorité de séparatistes et il n'a pas assumé la principale de ses responsabilités qui est le rétablissement de l'ordre et le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
À peine éclos, le nouveau statut de la Corse adopté en première lecture paraît maintenant bien compromis. L'UDF demande son abandon. Je crois que le projet JOX n'était pas bienvenu, qu'il n'était pas adapté. J'ai dit à cette époque, nous avons dit à cette époque qu'il était lourd de menaces, porteur de menaces très importantes pour la Corse et pour l'ensemble de la République. Malheureusement, les faits nous donnent raison, plutôt même que nous ne l'avions prévu. Il faut l'abandonner. Pour être accueillis favorablement sur l'île de Beauté, les orientations qui seront arrêtées demain au Conseil restreint devront donner la priorité à la recherche d'une meilleure sécurité des personnes. Nous voulons la paix civile par les moyens légaux. Le gouvernement a les moyens, a le droit, il a le devoir de faire régner la paix, il en a les moyens. En a-t-il la volonté? Nous verrons ce qui sortira du Conseil restreint. Le nouveau statut de la Corse, c'est une tentative de solution politique au problème de l'île, mais ce soir, certains parlent de dérive mafieuse. La vague de violence ne serait pas uniquement due aux autonomistes ou à d'autres mouvements politiques. C'est en tout cas ce que pense Gabriel Xavier Cuccioli, écrivain et auteur du Complexe Corse. On l'écoute. Il y a un milieu qui s'est constitué en profitant d'un certain laisser-aller de la police au détriment des nationalistes, notamment dans les années 86, et qui maintenant est bien installé. Et je dirais que ce n'est pas celui-là qui est le plus traumatisant, bien qu'il soit le plus dangereux. Le deuxième, et c'est ce qui produit ces statistiques assez catastrophiques, c'est une petite délinquance qui est causée premièrement par des jeunes qui sont défavorisés et qui se disent pourquoi les autres gagneraient de l'argent et pas moi, et deuxièmement une toxicomanie qui est montante en Corse, puisqu'on recense 400 accros officiels, et en fait beaucoup plus, puisque souvent les héroïnomanes sont cachés par les familles, et qui eux ont besoin d'environ 30 000 francs par mois, donc multiplient les vols à main armée sur des vieux, par exemple, ce qui n'existait jamais en Corse, ou les cambriolages dans les villages. La guerre de l'essence n'aura peut-être pas lieu. Les pompistes en colère rencontreront en effet demain à 20 h le ministre du Commerce et de l'Artisanat, François Doubin. Mais pour le moment, les banques rejettent les demandes des pompistes. Des pompistes qui menacent depuis ce matin de refuser les chèques de plus de 100 francs et les cartes bleues en dessous de 200 francs. En ont-ils vraiment le droit? Samuel Costa et Christos Camilleri ont mené l'enquête. Non, un chèque n'est pas une monnaie, dit le Trésor, qui définit la réglementation bancaire. Les commerçants peuvent-ils refuser un chèque? Oui, mais à condition d'annoncer ce refus clairement dans le magasin. Les chèques de moins de 100 francs sont les seuls garantis par les banques. Peut-on vous demander 2 chèques de 100 francs pour régler 200 francs d'essence? Oui, dit le Trésor, au-dessus de 100 francs, le fractionnement n'est pas interdit par la loi. Les cartes bancaires sont-elles une monnaie? Non, dit le Trésor. Tout comme les chèques, ce sont de simples moyens de paiement. Aucun commerçant n'est obligé d'accepter ce type de règlement. En attendant, la pagaille s'installe. Les commerçants pleurent leurs 5 milliards de chèques en bois et 2 milliards de chèques volés, et les consommateurs qui en ont plus que ras-le-bol posent la question: et l'État dans tout ça? Il n'est pas question, bien entendu, que ce soit les pompistes qui fassent les frais. Il n'est pas question non plus que durablement il y ait une limite pour les chèques que l'on doit faire quand on va dans une station d'essence. Mettons-y un peu de temps, un peu de bonne volonté, beaucoup de dialogue, et vous verrez, les choses se résoudront. Si ça continue, pour être un bon consommateur, il faudra des chèques qui ne servent à rien, des cartes de crédit inutilisables, ou alors faire du troc. Mais c'est pas pratique. Quant à la monnaie, si tout le monde s'en sert, gare au hold-up chez les pompistes. Et là, la solution pourrait bien être l'utilisation des chèques. Tiens, tiens. Les raisons de cette colère, les pompistes en fait en ont marre d'accumuler des chèques en bois et des cartes bleues refusées. Reportage à Reims de Liliane Vittori et Thierry Boudet. Il faut savoir que par le jeu compliqué des prélèvements bancaires, une station-service moyenne voit ses bénéfices amputés de 25 000 francs par an pour les chèques impayés et de 60 000 francs par an pour les cartes bancaires, sans compter l'abonnement obligatoire à un serveur télématique. De plus, les taxes varient selon les banques et les régions. Alors les détaillants ont décidé de mettre les banques au pied du mur. La profession elle attend des banques qu'elles généralisent le même prix pour toutes les cartes à tous les distributeurs de carburant, exactement, tous pareil, tout au moins à 0,40. Parce qu'il y a des endroits, moi ici je suis encore privilégié parce que je paye 0,70, mais il y a des endroits ils payent 0,80 et même 1,40. Et il y a des autres endroits ils payent même rien du tout.
Les banques vont-elles revoir leur commission à la baisse? Et dans le contexte d'un marché pétrolier explosif, le mouvement va-t-il s'étendre à tous les pompistes? C'est la question. Néanmoins, ce boycott des cartes de crédit pourrait donner des idées à d'autres catégories de commerçants, notamment tous ceux qui sont fatigués de financer la monnaie électronique. Réveil difficile pour certains banlieusards à l'aube de 91. Depuis ce matin, il est formellement interdit de fumer dans les trains de banlieue. Ne cherchez pas de compartiment fumeur, il n'y en a plus. Une mesure prise en accord avec le ministère de la Santé, vous allez le voir, elle n'est pas si contestée que ça. Reportage Christine Lenief et Patrick Milleriou. Ce geste, ils sont des centaines de banlieusards à l'avoir fait avant de monter dans le train. En effet, depuis hier, la SNCF a totalement interdit de fumer sur les lignes du réseau banlieue. 9 h ce matin, Saint-Cloud-Saint-Lazare, la consigne est respectée, aucune fumée de cigarettes dans les wagons. C'est un petit peu dommage de les empêcher, c'est la liberté quand même. Si les gens veulent fumer, du moment qu'ils embêtent personne. Moi personnellement ça me gêne pas parce que je ne fume pas, mais bon, pour les gens qui fumaient, ça doit être dur. Dès le matin avec la cigarette, ce qui fait que pour ceux qui ne fument pas, en plus le matin, c'est très difficile de supporter ça. Et vous-même, vous fumez? Oui, tout à fait, oui. Nous avons signé une convention avec le ministère de la Santé au mois de juin et que je pense que c'est une mesure qui est dans l'air. Il y a de moins en moins de fumeurs et les gens, c'est une demande également de notre clientèle non fumeur que l'on n'ait plus le droit de fumer dans les trains. Quant aux fumeurs invétérés, attention, si vous croisez un contrôleur dans le train avec une cigarette allumée, vous serez obligé de payer une amende de 200 francs. Prison surpeuplée, tout l'été dernier, les détenus ont fait entendre leur voix et c'est pour mieux comprendre leur vie quotidienne, que toute l'équipe de la Marche du siècle de Jean-Marie Cavada a décidé de diffuser un document réalisé dans leur prison par les condamnés de Saint-Martin-de-Ré. Laurence Bobillier et Philippe Jasselin sont retournés derrière les barreaux pour saisir les impressions de ces réalisateurs, tous condamnés à de lourdes peines. Saint-Martin-de-Ré a retrouvé son quotidien. L'agitation du tournage a disparu. En souvenir, il reste un film de qualité amateur. Un film qui rappelle aux détenus membres du club vidéo de la prison les 6 semaines passées en compagnie des professionnels de notre chaîne. 6 semaines pour réaliser le documentaire Bruit de tôle. Bruit de tôle, c'est pas pour rien qu'on a fait Bruit de tôle. C'est par rapport aux clés, aux sonnettes, voilà, c'est ça. Donc on est robotisé, si vous voulez, dans cette espèce d'enclave là qui a... Alors bien entendu, une chose comme ça extraordinaire, comme le fait de faire un reportage FR3, pour nous, ça, c'est, je sais pas, un rayon de soleil. Un rayon de soleil, mais aussi un peu de liberté pour Patrick. Il a obtenu une permission exceptionnelle pour achever le montage du documentaire dans les locaux de FR3 Limoges. Bruit de tôle, c'est un film entièrement réalisé par des détenus. Une expérience peu banale. Le tournage, ça a permis à un petit nombre de détenus d'être créatifs durant 6 semaines, de vivre une expérience quand même peu banale et nouvelle. Mais dans le même temps, on a vécu aussi notre quotidien de prisonnier. Mais vous pensez que dans 2 jours, vous y retournez? Oui, j'y pense. Oui, oui, c'est impossible de ne pas y penser, je crois. Et moi, je le mets dans un coin de ma mémoire. À chaque fois que cette pensée arrive, je la refoule et bon, je la prendrai en compte au moment de passer la porte. Les bruits de clés, les journées monotones, la vie en prison vue par ceux qui passent des années ici. Le projet tenait à cœur aux détenus qui y ont participé. Mais la prison a ses règles et si les détenus ont besoin de communiquer avec l'extérieur, ils autocensurent toujours leurs propos. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais dire. Parce qu'il y a des choses qui ne se disent pas, quoi. Mais on a essayé d'être assez objectif. On a plané pendant 6 semaines et puis une fois que c'était fini, il y a eu une journée où bon, on sentait que l'équipe était plongée dans une pseudo-déprime, quoi. Et puis après, le quotidien a repris le dessus parce qu'on ne peut pas faire autrement. Oublier très vite le tournage et redevenir un détenu comme les autres. Pas question de s'attarder sur un passé inhabituel. Ici, le quotidien, c'est un lendemain qui ressemble à la veille. Et le document réalisé par les prisonniers de Saint-Martin-de-Ré sera donc diffusé ce soir à 20 h 30 sur la 3 dans la Marche du siècle.
Les Girondins de Bordeaux vont-ils enfin solutionner leurs problèmes financiers et sortir du cercle infernal des affaires? Ce matin, Jean-Pierre Derose a présenté son plan de sauvetage. Les sponsors seraient prêts à essuyer les dettes du club et Jacques Chaban-Delmas a pris acte de ce plan. Depuis plus d'une heure, Jean-Pierre Derose s'entretient avec Alain Afflelou au siège des Girondins. Aucune information n'a filtré pour le moment sur cette rencontre. On en saura sûrement plus demain. De Bordeaux à Marseille, le football toujours mais sur le terrain. La trêve est bientôt finie et l'OM va reprendre le championnat avec un nouvel entraîneur, Raymond Goethals, qui travaillera avec Franz Beckenbauer. Ironie du sort, Goethals avait été écarté des Girondins par Claude Bèze. Aujourd'hui, les Marseillais l'attendent avec confiance. Reportage à Marseille de Katia Delran. Raymond Goethals est à pied d'œuvre. 15h, stade Delors, premier entraînement de l'OM au grand complet. Sous l'œil de son nouvel entraîneur et de Bernard Tapie, Jean-Pierre Papin et ses camarades vont tenter de trouver un fond de jeu. Ce ne sera pas le moindre des défis pour l'entraîneur belge. Je connais les joueurs, je connais les tendances. Bref, il n'y a pas de surprise et je ne perdrai pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je n'ai pas de temps à perdre pour la bonne raison que d'ici 2 mois, il y a le grand rendez-vous. Oui, justement, quelles sont vos ambitions pour l'OM? Tout d'abord, d'essayer d'être champion de France, ce qui doit quand même encore se faire et encore se jouer. Et puis essayer de faire un grand pas vers les demi-finales de la Coupe d'Europe. Naturellement, je sais que le challenge est difficile. Je sais que nous avons tiré le gros lot avec l'AC Milan. Et quelles seront, à votre avis, vos relations avec Beckenbauer? Il n'y a aucune difficulté. Beckenbauer est sa superviseur et moi, je m'occupe du terrain de la sélection. Et puis la mort d'un grand monsieur du foot français, Henri Germain, le président du Stade de Reims de la belle époque, celle des Copa ou des Fontaines. Henri Germain, 84 ans, est mort. Il était encore président d'honneur du Stade de Reims. Rémi Goudicelli. 1956-1960, l'âge d'or du football français. Copa, Piantoni, Fontaine et les autres jouent en noir et blanc, mais la grande équipe de Reims tutoie le Real Madrid au cours de 2 fantastiques finales de Coupe d'Europe des clubs champions. Pour tenir la maison, Henri Germain, à la barre de 1953 jusqu'à l'aube des années 80. Tout le monde se souvient de ce personnage qui avait le goût de l'offensive et des rapports humains. Lorsqu'il part à la retraite en 78, Henri Germain sent déjà que le monde du football entre dans une ère nouvelle. On avait créé vraiment un climat qui faisait qu'entre nous, tous les présidents de club, on sympathisait beaucoup. Il y avait un bien meilleur climat dans le football français à cette époque-là que maintenant. Souvenir. Sur le terrain de 1949 à 1962, le Stade de Reims survole le football français avec 6 titres de champion et de Coupe de France. Dans les dribbles de Copa, la finesse de Roger Piantoni ou la force de frappe de Juste Fontaine, il y avait le coup d'œil et la générosité d'Henri Germain. Une époque révolue où le football était encore un jeu avant que les mécènes n'en fassent plus qu'un prétexte. Vous ne pourrez pas voir le dernier film de Vajda. Le dernier long métrage du réalisateur polonais n'est pas sorti sur les écrans français. Le CNC a en effet refusé de subventionner le film. Une polémique se fait jour. Le contenu du film divise en effet les intellectuels français. Toute l'action se déroule dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale. Thierry Stampfler et Philippe Jasselin. Tout commence lors du dernier festival de Cannes. Une partie de la presse attaque durement Andrzej Wajda. Il est vrai que la France est alors sous le choc de l'affaire de Carpentras. Korczak est un célèbre médecin polonais qui choisit de partager jusqu'au bout le sort tragique d'un groupe d'enfants juifs, du ghetto de Varsovie jusqu'au camp de la mort. En réduisant l'histoire à un face-à-face entre nazis et juifs, Wajda ne souligne guère l'aversion profonde du peuple polonais pour la communauté juive. Mais de là à taxer d'antisémitisme un film qui raconte avec sensibilité la tragédie de l'Holocauste, il y a un gouffre que, heureusement, beaucoup ne franchiront pas. 6 mois plus tard, la sortie annoncée du film ne provoque qu'un débat d'ampleur limitée entre intellectuels. Alain Finkielkraut, Simone Veil et d'autres se prononcent en faveur de Wajda. Il y a une semaine, une commission du CNC composée de professionnels du cinéma refuse une subvention d'aide à la distribution du film. Grosse colère du GC qui décide alors au dernier moment de ne pas le sortir. Il faut situer le problème. Il y a en gros un film sur 3 qui est aidé. Pour les 2 films qui ne le sont pas, en général, l'avis défavorable n'empêche pas la sortie du film. Donc c'est très exceptionnel que suite à un avis défavorable, le distributeur renonce à sortir un film. Par ailleurs, le fait qu'il y ait eu une polémique à Cannes ne pouvait pas intervenir dans la délibération des membres de la commission. La seule chose dont ils avaient à juger, c'était encore une fois l'intérêt artistique du film.
Pour autant que nous puissions en juger, il semble bien qu'il n'y ait pas de lien entre la décision relativement anodine du CNC et le contenu idéologique du film. Mais les différents protagonistes de cette affaire ont pris l'énorme risque de faire croire que Vajda est censuré par ceux qui ne trouvent pas Korczak à leur goût. Il est 20h passé de 10 secondes. Tout de suite, le rappel des titres du 19-20. Huguette. Crise du Golfe à moins de 2 semaines de l'ultimatum du Conseil de sécurité, l'Occident à la recherche d'une solution négociée. Michel Vauzel, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, se rend à Bagdad. Une démarche qui n'a rien d'officiel, assure ce proche de François Mitterrand. En Corse, 2 jours après l'assassinat de Paul Mariani, le maire de Sauveria, les enquêteurs privilégient l'hypothèse d'une vendetta locale, mais aucune autre piste n'est écartée. François Mitterrand convoque pour demain un conseil restreint consacré à la Corse. Guerre de l'essence, les banques rejettent les demandes des stations-service, les pompistes réclament des garanties accrues contre les chèques en bois. Une réunion de conciliation présidée par le ministre du Commerce se tiendra demain. Vers une généralisation de l'interdiction du tabac dans les transports collectifs, après la RATP et Air Inter, la SNCF demande aux usagers de ne plus fumer dans les trains de banlieue. Tout manquement à la règle sera sanctionné d'une amende de 200 francs. Autant de titres qui seront développés dans votre prochain rendez-vous avec la rédaction. Soir 3 à 22h20, présenté par Fernand Tavares. Avant cela, la marche du siècle et tout de suite la météo complète de Michel Touret. À demain 19h, bonsoir.